Alors dans cette vidéo, on va savoir ce que c'est que la situation initiale à travers son rôle et son importance. Dans la première partie, nous allons découvrir les caractéristiques de la nouvelle policière. En grosso modo, à travers quelques éléments parmi d'autres, le narrateur, le suspense, le détective. Tandis que dans la deuxième partie, nous allons s'initier à l'une des structures de la nouvelle policière, la situation initiale, à travers la présentation des personnages, le lieu et le ton de l'histoire. Bien sûr, au début de chaque roman, nous avons la prédominance de la description, la présentation des habitudes, etc., qu'on va voir par la suite à travers les valeurs de l'imparfait. Et on va terminer avec un texte de base. Dans la première partie, les caractéristiques de la nouvelle policière. Le narrateur, il est toujours présent dans n'importe quel texte narratif, qu'on le veuille ou non. Soit on a la présence du jeu, ce qui signifie que le narrateur, il est lui-même l'auteur et le personnage principal. Donc le récit, il est ici mené à la première personne, le jeu. Donc le narrateur se confond ici avec l'auteur. C'est ce qu'on appelle un récit autobiographique ou de l'autobiographie. Parfois, l'auteur n'existe pas comme personnage, mais il manifeste sa présence par des signes, des interventions ou des adresses au lecteur, des modalisateurs, sans doute, certainement, il est certain, pour exprimer la certitude ou l'incertitude, soit par des termes qui expriment un sentiment. Quand il dit le pauvre garçon qui vit misérablement, etc., on a ici l'intervention implicite du narrateur. Parfois, on a la présence du il. On peut difficilement identifier le narrateur car l'histoire semble s'écrire toute seule. C'est le cas de nombreux récits à la troisième personne, surtout les romans du 19e siècle. Donc ici, la narration adopte différentes perspectives selon les différents modes de focalisation qu'on va voir tout à l'heure. Alors, la narration. La présence du narrateur est plus ou moins visible dans le texte, qui est le récit d'événements réels ou qu'ils soient fictifs, qui impliquent des faits, des personnages, des lieux et un déroulement d'actions. Le narrateur, c'est celui qui est en train de narrer, de raconter des histoires. Alors, le narrateur externe. C'est quoi un narrateur externe? Ce n'est pas un personnage, il ne participe pas à l'intrigue, ne donne pas son avis et ne connaît pas les pensées des personnages. Il ne fait que raconter les faits de façon objective. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas plus que nous, les lecteurs. Il raconte les faits de façon objective. Je vais donner un exemple ici, un exemple de La peau de chagrin de Balzac. Vers la fin du mois d'octobre dernier, un jeune homme entra dans le palais royal au moment où les maisons de jeu s'ouvraient. Conformément à la loi qui protège une passion essentiellement imposable, sans trop hésiter, il monta l'escalier du tripot désigné sous le nom du numéro 36. Ici, nous les lecteurs, on se trouve devant des faits bruts, non accompagnés de jugement. On n'a pas accès à la pensée du personnage. L'article indéfini « un jeune homme » ne permet pas de connaître son identité. Dans le deuxième point, nous avons un narrateur interne. Avant de passer à l'exemple,
C'est quoi un narrateur interne? Le plus fréquemment rencontré dans un récit policier, c'est-à-dire que ce soit une nouvelle ou un roman. Il s'agit souvent de détective ou un témoin de l'enquête qui raconte les événements au fur et à mesure que l'on fait l'expérience. Et si dans l'exemple de Le Grand Molnès de Alain Fournier, enfin, en prêtant l'oreille, Molnès crut entendre comme un chant, comme des voix d'enfants et de jeunes filles là-bas. Alors, ici le lecteur a l'impression de percevoir et de juger les choses, les êtres, à travers le regard du personnage, sa conscience et ses pensées. Dans le dernier point, quand on trouve le narrateur omniscient, plutôt, lorsque le narrateur est comme un dieu. Il connaît les personnages, leur passé, leur avenir, et il décrit leurs gestes, leurs pensées et leurs sentiments. Ici, l'exemple que je donne, c'est celui de Madame Bovary, Flaubert. Quand tout fut vendu, il resta 12 francs 75 centimes qui servirent à payer le voyage de Madame Bovary chez sa grand-mère. La bonne femme mourut dans l'année même, le père Renaud étant paralysé, ce fut une tante qui s'en chargea. Depuis la mort de Bovary, 3 médecins se sont succédés à une ville sans pouvoir, et ainsi de suite. Nous savons tout sur la destinée des personnages. Ainsi, on partage le regard ironique du narrateur, c'est-à-dire ce qui lui reste, son voyage et tout, et ainsi que sa relation avec les autres personnages. Parmi les éléments de genre policier, nous avons le suspense. On le dit même en arabe, le suspense. C'est-à-dire que tu attends quelque chose de prévu, ou d'imprévu. Alfred Hitchcock nous donne l'exemple. Nous suivons une scène dans un restaurant. 4 personnes sont assises, tout à coup, ils bavardent, tout à coup, boum, une explosion. Alors ici, ça nous a offert combien 3 secondes de surprise. Alors imaginons que nous savons, nous les lecteurs ou les téléspectateurs, que sous la table il y a une bombe et que cette bombe va s'exploser, ce qui nous offre 15 minutes de suspense. Le détective. Le détective est un être doté de qualités et de défauts, comme un homme ordinaire. Il a des talents, des qualités et sa cote de justice en fait la plupart du temps un personnage sympathique aux yeux du lecteur. C'est un homme ordinaire, oui, mais il est beaucoup plus perspicace pour résoudre quelques problèmes, des énigmes, etc. Il fait preuve d'humanité, savoir écouter et s'intéresser aux individus, c'est-à-dire qu'il a de l'intérêt. Il interroge, essaie de comprendre la situation. Le brouillage des pistes. Il doit avoir un sens aigu de l'observation et du raisonnement pour arrêter le coupable. C'est-à-dire que le coupable a brouillé les pistes et c'est au détective de savoir qui a commis ce méfait. L'inspection, vérification d'indices, d'un cadavre et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce métier de détective ou d'inspecteur est corréfère à tout ce qui concerne ce genre policier, c'est-à-dire même il a un vocabulaire spécifique. Indices, cadavres, témoins, etc. Parmi les méfaits, le coupable peut commettre un vol,
un kidnapping, une agression, un incendie, et ainsi de suite. Généralement, la nouvelle policière passe par 4 étapes. Quelles sont la situation initiale? C'est la situation stable, calme, tout est bien. Donc, dans la situation initiale, il s'agit de la description des personnes, du décor, du lieu, etc. Après, nous avons l'élément perturbateur, c'est celui qui perturbe la situation, qui la rend un petit peu perturbée. Et s'ensuit les péripéties, c'est-à-dire les événements qui s'en suivent, des actions successives qui en découlent. Et enfin, nous avons le dénouement, c'est-à-dire la résolution du problème, la solution et la fin. Reposons essentiellement sur la situation initiale que toute la nouvelle se construit. Alors, dans la situation initiale, nous avons la présentation des personnages, du lieu et du temps. Au début de chaque récit, il permet de présenter au lecteur quoi? Les personnages principaux de l'histoire, le cadre où il se déroule, le lieu et l'époque. On trouve donc principalement dans cette partie du texte beaucoup de descriptions. L'histoire est racontée surtout à l'imparfait, ou plus que parfait, et parfois on trouve du passé composé. Ce qui nous permet aussi de décrire les personnages, ceux qui commettent, c'est-à-dire un délit, c'est-à-dire un coupable, un voleur, et ainsi de suite. Ceux qui enquêtent, c'est-à-dire ceux qui mènent l'enquête, un inspecteur, le commissaire, un détective, etc. Ceux qui participent d'une façon ou d'une autre à la progression de l'histoire, c'est-à-dire les personnages en présence, les témoins, les habitants, etc. La description physique des personnes donc doit être concise. On doit retenir que les détails frappants qui nous intéressent ou qui intéressent surtout le narrateur et qui leur sont caractéristiques. Le lieu, dans l'introduction d'une nouvelle policière, on utilise rarement de longues descriptions, c'est-à-dire on s'intéresse minutieusement à ce qui nous intéresse. On choisit plutôt de donner un bref aperçu du cadre à travers l'ambiance et quelques détails spécifiques de l'époque et du décor. Pour le temps, on donne quelques indices sur le temps, le mois, l'époque, à savoir l'année. Dans cette deuxième partie, nous allons mettre l'accent et nous allons parler de l'imparfait. Quelle est l'importance de l'imparfait? Pourquoi nous utilisons l'imparfait? L'imparfait est utilisé pour exprimer une action qui se répète dans le passé. Si je dis chaque année je visitais Paris, je visitais, il est l'imparfait avec AIS, donc je visitais Paris chaque année. Donc le fait d'aller à Paris se répète chaque année. Nous avons ici l'exemple, chaque jour j'allais au bord de la mer. J'allais au bord de la mer chaque jour. L'année dernière, j'allais au club chaque vendredi. C'est-à-dire que le fait d'aller au club se fait chaque vendredi. Durant l'année dernière. Aussi, l'imparfait, il exprime une action qui a pris une grande durée au passé. C'est-à-dire que c'est une action qui s'est prolongée dans le temps. C'est-à-dire que cette action a duré longtemps. Au moment où il écrivait l'exercice, la cloche a sonné. Au moment où il écrivait l'exercice, c'est-à-dire que le fait d'écrire l'exercice a après une durée. Quand papa regardait la télé, le téléphone a sonné. C'est-à-dire le fait de regarder la télé par papa a duré jusqu'à ce que la cloche ou le téléphone a sonné. Aussi, l'imparfait est utilisé pourquoi? Pour exprimer une habitude.
tous les jours je jouais avec mon frère. C'est-à-dire que c'est un acte habituel ou qui se répète. Dans tous ces cas, l'imparfait est utilisé pour décrire des actes ou là des habitudes chez quelqu'un. Aussi, il peut décrire l'état de la personne. Quand on dit cet homme était heureux, comment est cette personne? Il était heureux. On est en train de décrire l'état de la personne, de cet homme. Si on dit cette femme avait une grande maison, c'est-à-dire que cette femme, elle possède déjà une maison, elle a une maison, donc la situation d'Yelha, elle est bien. Donc on est en train de décrire quoi? La situation de la femme. Dans les phrases suivantes, nous avons chaque soir je discutais avec mes amis par SMS. Là c'est une habitude. Il y a le complément chaque soir, donc c'est une habitude. Il avait une curieuse manière de répéter tout ce qu'il disait. Dans cette phrase nous avons la description. Il avait une curieuse manière, c'est-à-dire il est habitué à certaines manières, c'est-à-dire de répéter tout ce qu'il disait. La troisième phrase, 2 heures plus tard, elle était toujours dans la même position. Il y a le complément ici. 2 heures plus tard, c'est une durée. Donc déjà c'est une durée, elle a pris beaucoup de temps. Dans la quatrième phrase, toute la famille se réunit ici chaque année, à la même date. Là, ici, la famille a pris l'habitude de se réunir chaque année. Donc c'est une habitude. Et le complément chaque année, c'est une habitude. On va terminer cette présentation par un texte de base tiré de L'assassin de mon voisin d'Alexis Ross. Sébastien, notre voisin et ami, était un ancien cultivateur. Il avait perdu sa femme depuis des années et avait un fils unique, premier maître dans la marine, qui naviguait à l'époque au large du Sénégal sur un bateau magnifique. Après, nous avons aussi l'utilisation de l'imparfait incessante. Il était de nature calme et gentil. Dans le deuxième paragraphe, nous avons presque tous les jours, nous avions l'occasion d'échanger un salut amical. Dans le troisième paragraphe, nous avons relaté de plus en plus fréquemment les téléviseurs, magnétoscopes et autres appareils Wi-Fi disparaissaient en même temps. Après, nous avons l'utilisation du passé simple pour une raison, c'est-à-dire qu'on a déjà entamé l'élément perturbateur parce que la petite Sandras, qui est le narrateur, il avait déjà pris l'habitude de saluer Sébastien. Mais à sa grande surprise, vers le dernier paragraphe, il ne me répondit pas. Il sembla même ne pas me voir. Donc déjà ici, c'est quelque chose d'inquiétant. Donc c'est l'élément un petit peu qui va faire ressortir d'autres événements, d'autres circonstances.